Écoutez, 8h31, je vous propose de commencer. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Diaspora in Humans Matter. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir et échanger avec vous pendant 1 heure sur les enjeux de mixité en entreprise et comment favoriser cette mixité. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Perrine, Alexia, Thibaut et Oumaima. Thibaut, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, merci Valentin, enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thibaut Mestrallet, moi je suis manager de transformation chez Humans Matter. Donc globalement, mon métier, moi, c'est de tisser des liens entre les sciences cognitives et le monde des organisations pour aider les gens à travailler ensemble et à apprendre et par ce biais-là, d'accompagner les organisations dans leur transformation de modèles d'affaires, de modèles de coopération, de modèles de culture. Pour voilà, les aider dans leur développement et les accompagner dans ces projets qui sont toujours assez complexes, multiparties prenantes et au croisement donc des enjeux individuels et collectifs. Et donc, ravi d'être ici avec Perrine et Alexia, à qui je vais peut-être passer la main. Oui, merci Thibaut. Donc, Alexia Breuil, je me présente également. Je suis directrice de l'activité Learning and Development de Humans Matter. Mon métier, c'est de designer et de déployer des parcours de montée en compétences. Et donc, à ce titre, j'ai co-designé ce parcours Mix and Matter que l'on va vous présenter et je l'anime aussi. Je suis ravie de vous raconter tout ça aujourd'hui. Très bien. Merci à tous pour cette introduction et merci Valentin de nous accompagner. Donc effectivement, Valentin va suivre les questions, les interrogations qui vont passer dans le chat et nous nous en servirons au cours de cette présentation pour alimenter le débat. Donc merci à tous de participer. C'est vraiment un moment d'échange, donc n'hésitez pas à intervenir pendant les échanges. Donc, pour ma part, je suis Perrine Dejoie, je suis directrice générale de Diaspora. Diaspora, expert de la mixité et du leadership depuis plus de 15 ans. Je vais commencer par introduire le sujet, mixité. Finalement, pourquoi est-ce que l'on parle encore de mixité depuis 15 ans? Et bien pour ça, je vais vous solliciter votre conscience, votre conscience de la réalité dans le monde d'après vous, et vous allez pouvoir mettre vos réponses dans le chat. Nous irons les regarder tous ensemble. Combien de pays dans le monde ont un score d'index d'égalité de genre égal à 0, c'est-à-dire dans combien de pays dans le monde, d'après vous, les femmes ne sont pas désavantagées par rapport aux hommes, ou les hommes par rapport aux femmes, on pourrait aussi le dire comme ça. Donc, je vous laisse mettre vos réponses dans le chat et nous regarderons les résultats ensemble. Donc, dans combien de pays les femmes ne sont-elles pas désavantagées par rapport aux hommes? Donc, ces pays auraient un score d'égalité égal à 0. Un score parfait. Un score parfait, sachant que 1 est un mauvais score. Alors, je vois du aucun, je vois du 4, du 3, du 0, du 1, du 3. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. La réponse est 0. Voilà, ça, c'est dans le monde. On voit bien qu'aucun pays, aujourd'hui, n'a mis en place les process, les comportements, les regards pour faire que les femmes ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes. Alors, cette réalité dans le monde, comment est-ce qu'elle se transpose dans l'entreprise? Qu'est-ce que l'on observe? Donc, si on regarde les statistiques, là, pour le moment, je vous pose des statistiques. Tu peux. Les femmes, alors si je vais poser pour des chiffres arrondis pour vraiment marquer les esprits, les femmes représentent la moitié de la population active, la moitié des personnes diplômées. Si ensuite on s'attache à regarder les instances de décision, c'est-à-dire là où les instances de direction et là où les décisions sont prises, donc dans les grandes entreprises du SBF 120 et du CAC 40, les femmes représentent 10%. Donc, entre 50 et 10%, on voit qu'il y a un grand écart. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on parle encore de mixité, parce que ces chiffres sont marquants. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ces chiffres, on en fait une question de chiffres, est-ce qu'on en fait une question de justice? Pas seulement. Et pas que. Et ce qui est intéressant de voir et de lire dans la littérature, c'est que beaucoup d'études, et Diaspora en est convaincu, nous en sommes tous convaincus ici qui avons travaillé sur le module le parcours que nous allons vous présenter aujourd'hui, il y a une vraie corrélation, une corrélation prouvée entre la mixité, la diversité
dans les équipes et la robustesse de ces mêmes équipes. Et donc, on peut faire un lien avec la performance durable d'une entreprise. Alors, nous ne dirons pas et nous ne faisons pas, pour être très clair, de lien direct entre la mixité dans les organisations et la performance financière d'une entreprise. Ça n'est pas ça la robustesse. Ici, de quoi parle-t-on quand on dit que la mixité permet une robustesse, favorise la robustesse des équipes? Quand on parle de robustesse, on parle d'une capacité des équipes à faire que l'entreprise traverse des moments de crise, des moments de développement, des moments d'organisation avec une adaptabilité. Voilà. Et ça permet donc une performance durable dans l'entreprise. Et cette robustesse qui est sous-tendue par cette mixité, elle est favorisée évidemment par des comportements des collaborateurs. Et donc, pour provoquer cette bascule de comportement que nous souhaitons, nous avons créé Mix and Matter, donc nous avons travaillé avec Alexia et Thibaut et déjà après ce design animé ce parcours. Nous avons créé un parcours d'une journée et demie dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons vous illustrer les expériences, les interactions pour vous montrer comment la prise de conscience s'opère, comment les expérimentations permettent la bascule des comportements et faire que chacun des personnes qui vont participer à ce parcours deviennent un agent de la transformation culturelle dans sa propre organisation. C'est ça notre ambition. Donc, pour en témoigner, nous accueillons Oumaima Belgarche, responsable diversité, inclusion et engagement au sein de Believe. Elle va donc se présenter son entreprise. Et je passe la parole à Thibaut, donc Thibaut Mestralet, qui va accompagner Oumaima dans son récit. Oui, merci beaucoup Perrine. Eh bien, et merci Oumaima de te joindre à nous ce matin pour partager ton expérience en tant que participante à cette toute première, ce premier pilote, on va dire, de Mix and Matter qui a eu lieu il y a déjà quelques mois. Peut-être quelques mots sur qui tu es, Oumaima, avant de démarrer l'interview que nous avons préparée. Parfait, merci Thibaut. Oumaima Belgarche, je suis responsable diversité, inclusion et engagement chez Believe. Donc mon rôle, ça va être vraiment de venir accompagner et travailler sur la stratégie déjà en termes de diversité, inclusion et engagement, et ensuite accompagner des relais locaux dans le développement de cette stratégie et dans le déploiement de cette stratégie dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Quelques mots à propos de Believe. Alors Believe, c'est une entreprise qui est réellement au croisement entre la musique et la tech. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors on est une boîte qui accompagnons des artistes dans la distribution de leur musique. Donc c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les artistes et les différents, ce qu'on appelle des distributeurs, des DSP, donc tout ce qui est YouTube. Tout ce qui est Spotify, Deezer, etc. Donc on fait ce lien-là. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment au croisement entre la tech et la musique. Believe, pour vous donner un petit peu une idée, c'est donc une entreprise qui est française, qui aujourd'hui a 20 ans. Qui en 20 ans a donc grandi pour atteindre aujourd'hui 2000 collaborateurs. La spécificité de Believe dans notre business model, c'est de vraiment être au plus proche des artistes qu'on sert, donc d'un point de vue très local, ce qui veut dire qu'on est présent dans une 50aine de pays aujourd'hui, donc vraiment avec une dimension internationale assez importante. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Il n'y a pas de souci. Ce qui est important aussi de dire à propos de Believe, c'est que l'équité, notamment l'équité de genre, est réellement au cœur de nos convictions et de nos valeurs. Déjà, dans nos valeurs, l'équité, c'est quelque chose d'important, mais dans la stratégie RSE qu'on a mise en place, l'équité de genre est quelque chose, a été le premier pilier sur lequel on a commencé à travailler et sur lequel on continue aujourd'hui de travailler encore. Merci Oumaima pour cette présentation donc de Believe, qui est une entreprise assez singulière et qui, comme tu l'expliques, est engagée assez fortement en faveur de la diversité et de la mixité. Peut-être une première question. Donc on parle ici bien sûr du parcours Mix and Matter qu'on viendra vous dévoiler un petit peu plus en détail après. Mais toi qui l'as vécu, par rapport à ton quotidien, qu'est-ce que l'expérience de ce parcours a apporté à ton regard sur le sujet de la diversité, de la mixité? Quels échos ça a pu faire, quels éclairages peut-être? Oui, bien sûr. Pour moi,
Le parcours, ça a d'abord été un rappel en titre individuel avant de prendre ma casquette RSE, de l'importance et de la puissance de nos comportements individuels et du fait de voilà, à quel point est-ce que les comportements inclusifs qu'on peut avoir au quotidien, au-delà des grandes politiques, peuvent avoir un vrai impact sur les collaborateurs, sur les gens autour de nous. Donc, ça a été un gentil rappel, on va dire, de ces choses-là. Et sur oui, voilà, je pense que tu allais. Oui. Et puis sur ce que ça m'a aussi apporté, vraiment, ça a été un moment où on a sur toute la partie mécanismes cognitifs, biais, les schémas relationnels, ça a été quelque chose qui est venu mettre une meilleure compréhension de ces mécanismes-là qu'on a tous et qui sont pas forcément conscients et qu'on prend pas forcément le temps de s'arrêter et d'aller revoir, rediscuter, réfléchir. Donc voilà, ça a été un petit peu une pause là-dessus. Et puis ce que je dirais aussi, ça a été un petit peu une confirmation de la nécessité d'avoir de la diversité en tant que levier culturel essentiel dans une entreprise et non pas comme un nice to have en fait. C'est vraiment un élément stratégique, donc ça a été encore une fois une confirmation de ce postulat-là. Donc une forme de confirmation de l'importance de tes actions, de l'importance de ce que tu pouvais faire au sein de Believe. Merci pour ce partage. Et donc, si on remonte un petit peu quelques mois en arrière, eh bien, avant de rejoindre ce parcours, quelles étaient tes attentes envers Mix Matter? Alors, moi, de par mon rôle, mes attentes, c'était vraiment d'arriver à trouver des pratiques très concrètes que je puisse activer rapidement, que ce soit dans mes projets en tant que responsable diversité inclusion, aussi bien que des comportements à mettre en place pour pouvoir favoriser la mixité. Et ce dont j'avais besoin, c'est aussi d'un regard extérieur, voire même de plusieurs regards extérieurs, je dirais, d'un espace de recul, d'un moment où on dit pause et on prend un petit peu de recul et on réfléchit sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de diversité pour améliorer les choses. Et au travers des différentes activités, donc comme tu le précisais, il y avait des moments parfois un peu sur l'ouverture, de la prise de recul sur les mécanismes cognitifs ou d'autres choses, ou des moments plus opérationnels ou de travail en collectif. Qu'est-ce que tu y as trouvé donc au final par rapport à ces attentes? Par rapport à ces attentes, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le parcours, ça a été vraiment le côté très expérientiel de la chose. C'est-à-dire que on est vraiment dans quelque chose de très incarné. On est dans des activités qui sont très ludiques, dans lesquelles, en tant que participant, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement impliquée. Et on vit certaines situations, voilà, de manière vraiment incarnée, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, assez puissant de ce point de vue-là. Ce que j'ai aussi trouvé, c'est des outils assez simples. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas, par exemple, moi, le Codev, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est aussi une douzaine de personnes d'autres entreprises auxquelles je redis bonjour et qui était vraiment un cercle super bienveillant et super varié en fait, parce que encore une fois, comme tu l'as dit, Believe, c'est assez singulier, et donc se retrouver avec d'autres entreprises qui ont aussi leur secteur singulier, qui ont aussi leur spécificité, et de retrouver ce point commun de la diversité et des challenges qu'on peut avoir, en fait, c'est un côté quand même très réconfortant de se dire, OK, je ne suis pas la seule à rencontrer ce genre de choses. Merci pour ce partage très sincère. Et en effet, c'est vrai que Mix Matter, c'est un parcours en inter-entreprise. Et d'ailleurs, je ne vois pas forcément tous les participants, mais on salue chaleureusement celles et ceux qui étaient présents aussi lors de cette première séquence, qui pourraient être avec nous ce matin. Et tu mentionnais donc notamment le Codev comme un élément qui t'a marqué. Si ça te va, je veux bien qu'on
qu'on approfondisse peut-être un petit peu là-dessus. Ça peut donner aussi quelques éclairages sur la partie un peu plus expérimentation, un peu plus concrète qui peut avoir lieu au sein du parcours. Donc, il y a notamment 2 grands moments assez opérationnels, si je refais très, très grossièrement le fil du parcours. Il y a un moment où il y a une mise en récit durant laquelle on vient projeter sur les actions qui pourraient être faites et le rendre, on va dire, assez concret par des petits pas, des premières actions que je pourrais faire dès demain avant d'aller engager des actions plus long terme, donc pour essayer de se mettre en mouvement rapidement. Et bien sûr, il y a donc la séquence de co-développement. Donc le co-développement, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément? C'est une séquence de résolution de problématiques entre pairs. On se retrouve pour une durée qui est assez définie. C'est une méthodologie qui est bien réglée et qui a été inventée par Champagne et Payette au Québec, mais qui s'est depuis largement exportée, qui est très efficace pour venir croiser un petit peu les perspectives de chacune et chacun et au travers de l'intelligence collective reformuler la problématique initiale, donc essayer d'aller creuser le vrai besoin derrière l'expression de besoin, parce que souvent on pense avoir besoin de quelque chose et puis en fait en creusant par la question, on se rend compte que le besoin est peut-être légèrement décalé ou alors on confirme ce besoin initial et ensuite par l'émergence d'idées, eh bien essayer de trouver des pistes de solutions qui se transformeront, on l'espère, en plan d'action et tout ça donc dans une méthodologie entre 1 heure et 2 heures et généralement autour d'1 heure et demie. Toi, Oumaima, tu as été très active dans ces 2 moments et notamment tu as été cliente du co-développement, c'est ce qu'on a le terme consacré qui exprime que tu portais donc une problématique au groupe et dans la mesure voilà où tu voudras bien nous l'expliquer, quels étaient tes enjeux, la problématique que tu cherchais à résoudre? Alors, moi, en tant que responsable engagement et diversité, mon enjeu, c'était vraiment, d'abord de transformer les attentes auxquelles je peux être confrontée directement via les enquêtes d'engagement qu'on peut faire en interne, en termes de diversité et de mixité. C'est des attentes qui peuvent être voilà, de l'ordre très émotionnel, de l'ordre de la perception, en feuille de route concrète. Donc ça déjà, c'est une étape qui est pas toujours facile. Deuxième enjeu que j'avais, c'était vraiment de passer de tout ce qui est action de communication à des réels changements structurels et notamment en mettant en avant que la diversité et que la mixité, ce n'est pas en fait l'apanage de l'équipe RSE, ce n'est pas l'apanage d'Oumaima chez Believe, mais c'est chez tout le monde. C'est chez les managers, c'est chez les RH, c'est chez les contributeurs. Donc c'était un petit peu ça mes principaux enjeux avant de démarrer le co-dev. Donc, je pense que je me permets de les reprendre parce que je pense qu'ils font écho à peut-être ce que vivent les personnes qui sont avec nous ce matin. Premier enjeu, comment est-ce qu'on passe de l'intelligence à l'action? Je le reformule peut-être comme ça, c'est-à-dire on a cette information, on a cette connaissance, et comment est-ce qu'on se met en mouvement pour aller transformer les choses qui ont besoin de l'être et comment est-ce qu'on répond peut-être à ces enjeux qui, comme tu le décris, sont assez émotionnels parfois et remplis d'affect. Et donc, comment est-ce qu'on en prend soin tout en allant chercher peut-être le bon levier qui est peut-être plus loin que ce qui semble être évident. Et comment est-ce qu'on crée un mouvement collectif autour de ces enjeux? Ça peut être encore plus prégnant dans les organisations qui peuvent nous écouter ce matin. Et donc, une question évidente juste après. Est-ce que Mix & Matter t'a aidé à répondre à ces questionnements? Comment est-ce que ça a pu nourrir ton sujet? Alors, il y a eu plusieurs étapes qui sont venues un petit peu nourrir mon sujet. D'abord, la première étape, ça a été l'étape avec Buddia. Donc, je suis arrivée avec ces enjeux-là. Et Buddia, tu le présenteras mieux que moi et tu le compléteras si besoin. Mais quand tu parlais d'intelligence artificielle, c'est un outil, un petit peu comme tout autre outil d'IA, du chat GPT, du Gemini, mais ce n'est pas vous qui posez des questions, c'est lui qui vous pose des questions. Et donc, c'était assez intéressant parce que moi, j'ai un peu aussi une casquette de coach et j'avais l'impression d'avoir un petit peu un coach devant moi qui m'aide à formuler ma problématique, à formuler mon objectif, à clarifier un petit peu mes idées. Et donc, ça a été quelque chose de
de super, super intéressant comme expérience déjà de poser les choses, de poser sa problématique et de se voir l'affiner petit à petit grâce à cet outil qu'on a utilisé sur le moment. Donc ça a été la première chose que j'ai trouvée très aidante réellement. Ensuite, la deuxième chose, je dirais, c'est le processus de codev en lui-même, parce que, comme tu le dis, j'ai eu la chance d'avoir ma problématique qui a été retenue par le groupe afin qu'on en parle tous ensemble et qu'on essaye de répondre à cette problématique-là. Donc, pendant le codev en soi, ce qui a été super aidant, c'est encore une fois de partager cette problématique, de partager ce contexte à tout le monde, de recevoir des perspectives nouvelles. Voilà, moi, il y a des choses que j'avais pas forcément auxquelles j'avais pas forcément pensé, que j'avais pas forcément vu, donc des angles morts que j'avais pas forcément vus dans ma réflexion, qui m'ont été apportés par les participants de mon groupe, et le travail de groupe. Moi, ça a été quelque chose, au final, dans la manière dont on a formulé tous ensemble, reformulé tous ensemble la problématique et la réflexion, je suis sortie quasiment avec une feuille de route, avec les post-it de l'un sur du quick win, les post-it de l'autre sur du un peu plus long terme. Donc voilà, on est ressorti avec des choses assez concrètes à pouvoir mettre en place derrière. Merci pour ces éléments que tu nous partages, Omaïma. Donc, une feuille de route concrète, le processus en lui-même qui fait travailler et qui permet aussi un petit peu, je pense, de prendre certains, comme tu l'exprimes au début, du recul sur sa problématique et de croiser d'autres réalités d'organisation, de voir les moments où on n'est pas toute seule, en effet, comme tu le précisais, et puis les moments où, tiens, on a peut-être un levier qu'on ne pensait pas avoir. Et tu mentionnais Budia au tout début, je vais faire vraiment une seconde, enfin, 15 secondes peut-être sur Budia, mais simplement c'est un outil conversationnel, un agent conversationnel propulsé par IA qu'on a développé chez Humans Matter et qui, comme le décrit Oumaima, a cette particularité de non pas avoir la réponse à ce qu'on pose comme question, mais donc à chaque fois de nous poser des questions, ce qui est vraiment pas pareil comme expérience. Et si ça intéresse des personnes présentes ici, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez en faire l'expérience, parce que vous allez voir que c'est pas du tout aussi confortable que peut l'être un chat GPT où en fait il vient toujours être un petit peu d'accord et nous dire mais oui, mais qu'est-ce que tu veux en plus? Là, il vient nous poser des questions, nous creuser les sujets, peut-être parfois là où on est un petit peu en doute, et donc ça nous permet de travailler mentalement notre problématique déjà avant même le début du co-développement. C'est pour ça qu'on l'intègre dans les processus de co-développement, et après il vient nous proposer une reformulation qui aide à la fois à la synthèse de tous ces éléments-là et en même temps nous permet de voir une forme de miroir, comme quelqu'un qui nous dirait tiens, moi j'entends ta problématique et qu'est-ce que tu penses de cette reformulation-là? Et ça nous permet déjà d'avancer. Donc, merci pour ce petit partage qui nous permet de faire cette parenthèse. Et si je reviens sur l'élément final de ta présentation, c'est-à-dire une feuille de route concrète avec, comme tu le disais, des post-it des uns des autres sur ton sujet, est-ce que cela t'a permis de mettre en œuvre concrètement quelque chose de nouveau, quelque chose de différent? Et si oui, eh bien quoi? De mon côté, le timing était vraiment parfait de ce parcours, parce que on était en train de lancer justement en interne ce qu'on appelle le Women Programme. Donc c'est un programme qu'on a mis en place chez Believe pour pouvoir accélérer l'équité de genre, aussi bien en interne vis-à-vis de nos employés qu'en externe, parce que, comme je l'ai un petit peu expliqué aussi, on est aussi en contact avec les artistes, et l'industrie de la musique, comme toutes les industries, a un peu ses spécificités par rapport à l'accès aux mêmes ressources pour les femmes artistes, etc. Enfin, je rentrerai pas trop dans les détails là-dessus, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment avoir donc des quick wins, d'identifier des choses que je peux mettre en place très rapidement et que je peux mettre au programme de ce Women Programme. Donc, ces petits pas inclusifs que je peux mettre en place. Et puis, ça m'a aussi permis d'identifier à moyen et plus long terme des actions qui sont un peu plus, comment dire, des actions qui seraient
plus qui serait plus longue à mettre en place, mais qui serait aussi plus impactante, mais en tout cas sur lesquelles j'aurais besoin d'impliquer plus de personnes. Si je veux donner des exemples d'actions qu'on a mises en place derrière, en termes d'actions rapides, en fait, dans la discussion, on a identifié que chez Believe, par exemple, on propose du coaching à nos collaborateurs. C'est quelque chose qu'on met en place à nos collaborateurs, managers uniquement. Une des actions rapides que les ateliers ont permis d'identifier, c'était et si on proposait le coaching aux personnes qui sont de retour de congé maternité ou congé paternité. Et donc, ça a lancé cette discussion avec quelque chose qu'on avait déjà d'existant, qu'on n'avait pas du tout pensé à utiliser comme levier de diversité, à se dire, ah ok, voilà, on a déjà quelque chose aujourd'hui qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a émané du Codev. Sur du plus moyen long terme, donc ça va être l'organisation d'ateliers avec des femmes partout dans le monde chez Believe pour pouvoir les écouter et pour pouvoir s'assurer de ce qu'on va mettre en place au niveau du Women Programme répond à des problématiques réelles qui sont rencontrées par des gens à une échelle locale et qu'on n'est pas en train de faire des actions qui vont supposément répondre à des problèmes supposés. Donc voilà, ça a été une des actions, pareil, que je peux vous donner un exemple qu'on met en place, qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui parce qu'on est 3 mois plus tard. Donc je suis en pleine organisation de ces ateliers-là avec les femmes de chez Believe. Merci Oumaima. Et oui, j'entends donc des choses qui peuvent peut-être, je ne sais pas, rassurer certaines personnes qui peuvent nous écouter sur notamment, je prends ton exemple d'action que tu as pu mettre en place à court terme avec cette idée de comment est-ce qu'on peut capitaliser sur quelque chose qui existe déjà, qu'on sait faire, qui marche bien, et peut-être qu'on réserve à certaines personnes parce que historiquement, ça s'est fait comme ça et qu'on sait qu'ils en ont besoin. Et en se disant, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, pour une petite partie de la population qui, par nature, a peut-être vit quelque chose d'assez particulier, le congé maternité, congé paternité, et comment est-ce que ça peut, en capitalisant sur des choses existantes qui fonctionnent, eh bien, nous donner aussi un peu de hauteur, un peu de force d'action. Et je reprends ton enjeu de tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut passer de cette connaissance de cette réalité-là à une action et donc potentiellement ensuite un mouvement collectif. Et notamment ce mouvement collectif, je l'imagine, il est bien nourri par ces ateliers d'intelligence collective que tu as pu lancer et qui sont en cours aujourd'hui. Donc merci pour ce partage, et tu l'as dit à l'instant, cela fait déjà 3 mois que Mix & Matter, en tout cas notre session ensemble, a eu lieu. Le temps passe vite, mais chez Humans Matter, on a un petit attrait particulier pour les émotions. Les émotions permettent d'ancrer un petit peu la mémoire, et on est toujours un peu curieux de savoir quelles émotions restent dans le temps. Donc ma question va être celle-ci: quelle émotion en fait te reste aujourd'hui, Oumaima, de ce moment-là, 3 mois après? Alors, résumer une émotion, c'est toujours un petit peu compliqué, donc je vais me permettre d'en donner 2. La première émotion, je dirais de la fierté. La fierté, pourquoi? D'avoir pris le temps d'appuyer sur pause, sur un moment où on a plein d'autres choses qui arrivent, et de se questionner, et de se remettre en question, et de se dire, ok, comment est-ce que je peux encore plus améliorer les choses? Comment est-ce que je peux encore plus remettre en question peut-être des biais que j'ai intégrés? Donc c'est vraiment ce côté-là. Et la deuxième, ce serait de la gratitude. La gratitude vis-à-vis des autres personnes qui ont été là, qui ont partagé aussi en toute bienveillance leurs idées, leurs problématiques, vis-à-vis de vous aussi, équipe, qui nous a accompagnés dans le processus. Donc voilà, je dirais fierté et gratitude. Fierté et gratitude, merci pour ces mots qu'on retiendra avec grand plaisir et qu'on garde précieusement. Et tu mentionnes là à l'instant donc les autres participantes et participants qui étaient présents de plusieurs entreprises, parce qu'on était en inter-entreprise, donc il y avait vraiment des représentants de vraiment différentes branches, je crois, de notre société. Et comment est-ce que cela a pu te nourrir, cette particularité donc d'inter-entreprise? Comment est-ce que les échanges et les partages avec les autres participants, donc issus de secteurs d'activité, de métiers peut-être différents du tien, ont pu te nourrir?
Oui, alors moi, avant de rejoindre Believe, je viens du conseil, et qui dit conseil dit être souvent dans des contextes différents et voir des entreprises avec des cultures différentes, des industries différentes, des niveaux de maturité différents. Et donc ça fait maintenant à peu près 4 ans que je suis chez Believe, et ça a été un bon reminder en fait un bon rappel du fait que le décentrage et de prendre un petit pas en arrière et de se dire ok, on oublie un petit peu tout ce qui est spécificité de notre industrie, de nos choses, pour se nourrir de ce qui vient des autres, est quand même super intéressant. Il y a eu ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est on se sent moins seul aussi quand même. De se dire, ok, tout le monde on est tous dans le même bateau, tout le monde fait face à des défis qui sont plus ou moins similaires. Donc, ça permet d'avoir cette chose-là. D'un point de vue profil, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est que on n'était pas entre responsables RSE. Loin de là, on avait des gens qui étaient RH, on avait des managers, on avait des personnes qui n'étaient ni RH ni managers et collaborateurs. Enfin voilà, donc ça a permis d'apporter aussi cette diversité de profils qui permet aussi d'enlever un petit peu sa casquette pour moi de responsable de diversité inclusion et d'avoir d'autres points de vue. Et puis enfin dans le batch, j'ai envie de dire, qu'on a eu, ou la promo qu'on a eue, vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette notion de safe space et de parole libre. Et j'ai trouvé ça vraiment super important comme cadre à avoir pour mener des discussions autour de ces sujets-là. Merci, oui, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très visible, cette facilité d'expression, liberté d'expression et d'écoute que les participantes et les participants avaient les unes et les uns envers les autres. Je l'ai ressenti aussi. Merci pour ce rappel et ce partage. Et donc, tu mentionnais en effet qu'il n'y avait pas que des responsables RSE, en tout cas pas des gens peut-être aussi fins que tu pouvais l'être, ou que d'autres pouvaient l'être sur ces sujets. Et peut-être une dernière question avec toi ce matin. Eh bien, quelle valeur cette diversité, et donc ça nous permet de reboucler finalement sur le thème de départ, mais quelle valeur cette diversité a-t-elle pu apporter à ton expérience du parcours ? Eh bien, du coup, ça a été vraiment le fait de repartir avec des idées qui sont assez actionnables, assez concrètes, que j'ai pu partager déjà avant. Et puis, ça a été pour moi aussi, comment dire, une accélération de l'apprentissage et les partages d'expériences, c'est aussi bénéficier des victoires et des échecs des autres. Donc, c'est partager ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que ça fonctionnerait chez moi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez moi à l'inverse. Enfin, voilà, vraiment, ça a été une accélération un petit peu de cet apprentissage. Et là où, parfois, encore une fois, on peut se sentir facilement isolé dans ce genre de rôles qui, en plus, pour ma part, sont des rôles qui sont un petit peu niches. Donc voilà, ça a permis de se sentir, pour moi, de me sentir moins seule, en tout cas sur les sujets d'I&I, même si par ailleurs, j'ai une super équipe en interne. C'est toujours différent d'avoir les points de vue d'autres, quoi. Merci beaucoup. Je ne doute pas que tu as pu leur apporter aussi beaucoup de valeurs, de décentrage, de concret et aussi parfois de recul qui permet de se sentir épaulé et d'affronter des challenges ou en tout cas de porter ces sujets qui sont nécessaires et qui sont beaux au collectif et en créant ce mouvement qui permet leur réalisation. Merci mille fois, Oumaima, de t'être rendu disponible ce matin pour partager ton expérience avec nous. Merci encore. Et peut-être pour la suite, je redonne la parole à Alexia. Thibaut, juste avant Alexia, j'ai une question dans le chat, une très bonne question. On nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par diversité ? En réalité, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise depuis le début. Qu'est-ce qu'on entend par diversité ? Et puis Perrine, je te laisse peut-être intervenir. Oui, je vais apporter un élément de réponse et je vais me nourrir de ce qu'a dit Oumaima de très important. Et Alexia, je te laisse prendre la parole pour compléter et faire le lien avec la présentation du parcours et des expérimentations vécues. La diversité, là, nous l'avons entendu au sens diversité
alors de genre, donc la mixité, mais aussi de cognition, de rapport au process de décision, diversité d'analyse, diversité de génération, diversité de formation. Et nous revendiquons la coparentalité avec Thibaut et Alexia de ce parcours. Nous sommes 3 parents de ce parcours et nous sommes divers. Hein. Voilà, nous sommes de générations diverses, de formations diverses, d'expériences diverses, de métiers divers. Et c'est ça que nous avons voulu nous-mêmes incarner, tout comme la constitution du groupe. Oumaima l'a dit, elle est très diverse. Nous avions des directeurs de business unit, nous avions des experts comme Oumaima de la RSE, mais nous avions aussi des managers d'équipes commerciales. C'était très divers et ça, c'est volontairement que nous constituons ces groupes pour que cette diversité soit vécue. Elle soit vécue dans le groupe, elle soit vécue par l'animation parce que nous sommes 3 personnes diverses et nous voulons l'incarner. Et nous mettons en valeur la diversité sur ces angles-là. Donc, nous entendons par diversité pas seulement la diversité au sens de la loi et comme elle l'a définie, mais aussi au sens diversité d'expérience, d'approche, d'analyse, de point de vue et de cognition. Voilà comment nous définissons la diversité. Et je dirais que pour nous, nous avons toujours au sein de Diaphora un angle de mixité, c'est ce que nous incarnons et que nous portons. Mais nous sommes certains et convaincus par l'expérience que la mixité est quand on sait aborder la mixité avec valeur, nous sommes ouverts à toutes les formes de diversité. Voilà, Alexia, je te laisse compléter si tu le souhaites ou en tout cas faire le lien avec le parcours. Oui, non, c'est bien ça et Oumaima le soulignait aussi. En tout cas, Oumaima, dans son témoignage, vous l'avez évoqué et on aimerait continuer d'appuyer sur 3 messages qu'on avait envie de vous faire sentir aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais reclarifier ce qu'est Mix and Matter et pour ça, je vais d'abord commencer par ce que ce n'est pas. Ce slide-là, j'y reviendrai peut-être juste après, Emeline. Je vais commencer par redire ce que n'est pas Mix and Matter. D'abord, ce n'est pas un parcours théorique sur la diversité et j'espère que vous l'avez bien senti dans le témoignage. C'est plutôt une expérience vécue de la mixité au travail. Donc, on ne va pas seulement y parler de biais, de chiffres ou de bonnes intentions. Non, on va surtout expérimenter. Et Oumaima, vous le partagez, on y expérimente concrètement des situations, des rôles, des comportements, des interactions et aussi des outils à transposer directement au sein de vos organisations. Donc, les participants testent d'autres façons de prendre la parole, par exemple, d'écouter, de décider, de s'affirmer, même de faire alliance. Et c'est là que quelque chose se passe. En tant que participant, on ne va pas simplement repartir avec des idées, ce qui est quand même déjà très bien, mais on va surtout repartir avec des comportements nouveaux et des actions concrètes à mettre en place dans son environnement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Mix and Matter, ce n'est pas un espace réservé aux femmes pour corriger un déséquilibre. C'est un espace qu'on a voulu volontairement mixte, dans lequel on invite des femmes, mais aussi des hommes, des profils très différents, des générations différentes, des secteurs et des métiers divers, et puis tout simplement des fonctionnements cognitifs qui sont propres à chacun. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que la transformation ne peut pas reposer seulement sur une partie, une moitié de l'organisation. Ce que nous disent souvent les participants, c'est on ne vit pas les choses de la même manière, mais on sent, on découvre qu'on peut avancer ensemble. Et nous, on n'est pas là pour opposer les intérêts ou pour gommer les différences. Au contraire, on est là pour faire sentir que on peut apprendre à faire avec et surtout à s'en servir en fait comme levier collectif. Et comment on fait ça ? Eh bien, on met à disposition des ressources pour les participants afin de les aider à faciliter justement ce croisement de points de vue. Et parmi les ressources, je pense à l'intelligence artificielle qu'a évoqué Oumaima, je pense aux protocoles de plan d'action comme le Codev, je pense à d'autres techniques pour ne pas seulement prendre conscience, mais bien pour opérationnaliser. Et enfin, Mix and Matter, ce n'est pas un programme de sensibilisation en plus, c'est un parcours qui va viser des déclics durables dans la façon de travailler ensemble parce qu'on constitue ce réseau d'agents d'autres entreprises pour s'ouvrir à différentes perspectives et s'approprier des pratiques existantes qui vont au-delà de son organisation. Et c'est bien l'intérêt de l'interentreprise parce qu'on vise à renforcer cette prise de recul.
Merci beaucoup, Alexia. Je me permets juste d'intervenir et de passer une question, une très bonne question posée par Rachel, qui nous demande comment est-ce qu'on s'assure de la transposition en entreprise des expériences que nous on fait vivre et des apprentissages qui sont abordés pendant le parcours Mix and Matter. Bah, merci pour cette question, Rachel, et vous faites bien de la poser. Ça me permet de réinsister sur ce que Oumaima commençait à planter. Donc, on n'est pas sur une formation théorique, on est vraiment sur un parcours d'expérimentation. Et quand je dis expérimentation, c'est pas des expérimentations avec des mises en situation génériques. Non, on va prendre des cas terrain des participants qui sont là avec nous dans le parcours. Donc, on va expérimenter des comportements qui peuvent se rejouer quasi tels quels dans son organisation. Et je pense par exemple à cet exercice qu'on fait faire des questions qui permettent l'empathie profonde. C'est des questions qui vont pouvoir être réutilisées telles qu'elles sont dans l'organisation. Je pense aussi à la compréhension des biais et surtout leur traduction en action pour contrebalancer des biais ou bien pour capitaliser sur ces biais. Parce qu'un biais cognitif, il n'implique pas forcément des freins. Ils peuvent être des accélérateurs s'ils sont pris sous certains angles. Et justement, dans le parcours, chacun va pouvoir identifier les angles qui peuvent être testés sur son propre terrain. Et je pense encore au protocole de co-développement qui, au-delà d'atterrir sur un plan d'action très concret et propre au contexte de celui ou celle qui joue le rôle du client, qui va donc soumettre sa problématique au collectif, le protocole en lui-même, c'est une technique qui permet de valoriser la contribution d'absolument tous les membres du collectif qui participent et pas toujours les mêmes qui prennent de la place. Donc ça, par exemple, ça permet de contrebalancer le biais de halo ou l'effet de halo, également appelé effet de notoriété ou même effet de contamination. C'est un biais cognitif qui influence dans un sens ou dans un autre, positivement ou négativement, notre perception des personnes. Et donc, parce que le protocole de Codev veille à laisser de l'espace d'expression à chacun des participants, et on va arriver à contrer l'influence de certains pour mettre tout le monde sur un pied plus équitable. Donc, pour répondre à votre question, Rachel, comment on assure cette transférabilité ? En allant directement dans l'opérationnalisation, dans l'expérimentation, dans l'identification de comportements qui peuvent se rejouer. Merci pour cette présentation succincte du parcours. En fait, concrètement, Mix and Matter, vous le comprenez, mais c'est donc un parcours inter-entreprise d'un peu plus de 13 heures au total, répartis sur 6 mois. C'est pensé vraiment pour que les comportements ne restent pas dans une salle et s'installent vraiment dans votre quotidien. Donc, on va commencer par une première phase en présentiel. C'est toute une journée, c'est expérientiel. Et l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionnent ces fameux codes en entreprise, les codes féminins, les codes masculins, mais aussi les autres codes qui vont caractériser la diversité. Et une fois qu'on les a identifiés, c'est quel est l'impact réel des équipes mixtes et surtout, quel comportement est-ce que l'on peut expérimenter pour faire vivre cette mixité et pour renforcer la robustesse collective. Ça, c'est ce qui se passe la première journée. Ensuite, on va se retrouver à distance pour une phase plus réflexive et une session de co-développement, comme on vous l'a présenté. Et je le rappelle, le co-développement, c'est un protocole basé sur l'intelligence collective qui vise à résoudre une problématique individuelle terrain. Et je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, pour formuler correctement ces problématiques et être sûr de définir des plans d'action qui correspondent vraiment aux besoins de nos participants, on les invite à converser avec Buddia. Oumaima, tu l'as très bien présenté et Thibaut, tu as complété, et je rappelle au cas où, donc Buddia, c'est notre agent d'intelligence artificielle Made in Humans Matter, qui ne va pas apporter des réponses à vos questions, mais qui va plutôt vous questionner pour vous amener à spécifier votre besoin et formuler votre problématique au bon niveau. Et quand je dis au bon niveau, ça veut dire le niveau qui permettra de construire un plan d'action le plus pertinent possible pour vos besoins. Et pour que vous sentiez concrètement ce que je vous dis là, on vous propose de le tester vous-même à l'issue de cette session. Et comme ça, vous vivrez un petit morceau de l'expérience en guise d'amuse-bouche.
Voilà, mon aparté étant fait, je reviens sur le parcours. Donc, entre les sessions, on récolte toutes les problématiques des participants et ce sont les participants eux-mêmes qui vont sélectionner celles sur lesquelles ils veulent travailler en collectif pour construire un plan d'action. Voilà, donc dans la deuxième séquence, avant le co-développement, on partage ce qui a été testé dans la première, depuis la première séquence, ce qui a fonctionné ou pas. Et ensuite, on aide chacun et chacune à passer de l'intention à des actions concrètes et réalistes, surtout, dans leur environnement. Dernière étape, on ancre tout ça dans la durée avec une session de coaching individuel et un suivi des actions. L'idée, c'est donc de continuer à transposer dans sa réalité, et ça répond aussi à votre question là, Rachel, transposer dans sa réalité, mesurer l'impact de ses actions et s'appuyer sur le collectif, mais aussi sur sa propre réflexion et ses premiers tests pour faire en sorte que les nouvelles pratiques ne restent pas que des tests, mais deviennent naturelles pour plusieurs personnes dans l'organisation. Bref, c'est un parcours relativement court finalement, mais structuré et très concret, pensé pour vous équiper à transformer vraiment les façons de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? On a été tellement complet qu'il n'y a pas de questions qui émergent. Merci, Juliette. Très bien. Je te redonne la parole. Très bien. Donc, voilà, ce que l'on vous propose, de toute façon, il nous reste 10 minutes, on va tenir notre temps très largement. Voilà, comme le disait Alexia, pour vous permettre d'expérimenter, puisque c'est une présentation, mais ça reste une présentation, mais rien de mieux que de le vivre. Thibault le rappelait, il y a dans la première phase une mise en récit qui donne lieu déjà à des actions concrètes lors de la première journée. Ensuite, cette deuxième journée, il y a Budia qui est expérimenté en groupe et qui nous sert évidemment à contextualiser, à synthétiser les sujets posés. Donc, pour le vivre, vous pouvez ici scanner le QR code, accéder à Budia et en faire l'expérience. Donc, Budia est bien un agent conversationnel, qui va vous permettre d'élaborer votre problématique, d'y poser un contexte très précis. Et cet outil intelligent vous propose aussi, évidemment, une reformulation de votre sujet que vous pouvez accepter, modifier et utiliser ensuite pour vous travailler en termes déjà d'action, de réflexion et de plan d'action. Donc voilà, vous pouvez ici scanner le QR code. C'est évidemment un support que l'on vous enverra à l'issue de la présentation. Vous pouvez ainsi le reprendre et nous communiquerons sur les réseaux, évidemment. Je crois que Valentin a prévu toute une campagne par thème de communication sur les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Mais voilà, donc un avant-goût de l'expérience. N'hésitez pas à scanner le QR code, à expérimenter. Alors, l'outil est ouvert, je crois, pendant 48 heures. Donc, vous avez 48 heures pour expérimenter. Après, évidemment, on respecte toutes les notions de RGPD, donc tout est effacé, supprimé, sachez-le. Mais vous pouvez recevoir sur votre l'adresse mail que vous indiquerez dans cet outil, le résultat de votre travail. Donc ça, vous pourrez le conserver. Mais nous allons supprimer toutes les données dans 48 heures et vous n'aurez plus accès à l'outil intelligent dans 48 heures. Donc voilà un avant-goût de l'expérience proposée. Et évidemment, pour aller plus loin encore, toute l'équipe ici présente, donc Thibault, Alexia et toute l'équipe Diaphora, voilà, vous souhaitez discuter, vous souhaitez poursuivre ces échanges, vous souhaitez en soi avoir plus sur Mix & Matter, vous avez une problématique aujourd'hui qui se pose, vous dites comment l'aborder, quelles sont les actions concrètes que l'on pourrait mettre en place et comment est-ce que nous pourrions vous accompagner dans cette mise en œuvre. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous envoyer ce support et des replays de ce webinaire et vous aurez donc nos coordonnées dans les mails et les communications qui vous seront transmises. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter voilà. En tout cas, je remercie évidemment Oumeima pour son temps, sa valeur et sa participation au Mix & Matter. Voilà, ce qui a été très, très riche. Et évidemment, je remercie voilà, toute l'équipe de co-designers et d'animateurs, Alexia et Thibault, avec qui c'était vraiment incroyable de travailler sur cette première expérience. Et nous allons poursuivre, continuer à incarner cette diversité pour l'animation.
Je souhaite à tout le monde une belle journée s'il n'y a pas d'autres questions. Et nous allons poursuivre à communiquer avec vous par réseau. Et merci Valentin pour l'organisation. Et merci, évidemment, et merci Valentin d'avoir tout supporté, organisé, conseillé dans la mise en œuvre de cette communication et de ce module, de ce parcours. Peut-être un dernier point simplement sur Budyav, et je vois que Valentin l'a également partagé dans le chat. On a partagé un QR code, mais c'est aussi une web app. Donc en fait, elle est aussi accessible bien sûr depuis un ordinateur. Si jamais c'était plus confortable pour vous, il y a un lien que Valentin a mis dans le chat que vous pouvez cliquer. Merci Thibaut, merci Perrine, Oumaima, Alexia, et merci à toutes et tous pour vos questions, votre participation. Vous recevrez, donc comme Perrine vous l'a dit, aujourd'hui ou demain, le replay avec toutes les infos sur ce parcours, et pour nous contacter, tout est prévu. Au revoir et on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Valentin. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous. Beaucoup. Bonne journée. Merci Au revoir. encore Maïma. Merci à vous. Au revoir. Merci Maïma.